À tous. Malheureusement, on est obligé de commencer rapidement parce qu'on est un peu en retard sur le timing. Nous a-t-on dit. Bonjour à tous. Virginie et moi-même sommes anesthésistes à Bordeaux et Marseille. Nous sommes ravis d'animer cette session sur l'analgésie loco-régionale en chirurgie thoracique et cardiaque. Et nous allons commencer la première intervention. Avant de commencer, on voulait voir un petit peu quelle était la proportion dans la salle d'anesthésistes. Est-ce que les anesthésistes peuvent lever la main, s'il vous plaît? Ah, il y en a pas mal. OK. Et maintenant, s'il vous plaît, les chirurgiens? Ah, donc il y en a qui sont ni anesthésistes ni chirurgiens. Très bien. Et est-ce qu'on peut faire un petit sondage rapidement avant de commencer? Est-ce que, donc vous, mais les anesthésistes, vous mettez d'emblée, quels sont les anesthésistes qui mettent d'emblée une péridurale pour les thoracotomies? D'accord, il doit y avoir à peu près la moitié. Très bien. Donc nous allons commencer avec Adrien Rivory de Marseille pour la partie pro anesthésie péridurale. Bonjour à tous. Je vous remercie pour l'invitation. Et donc, je suis anesthésiste réanimateur à Marseille et je vais défendre l'utilisation de l'analgésie péridurale en chirurgie thoracique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Et donc, en guise d'introduction, je vais rappeler que la chirurgie thoracique est pourvoyeuse de douleurs chroniques, de douleurs importantes à phase aiguë et également de douleurs chroniques. Et donc ces douleurs ayant une morbidité élevée au périopératoire. D'où l'enjeu en fait d'une analgésie de qualité dès le réveil, avec notamment l'emploi de l'anesthésie loco-régionale dans le cadre d'une analgésie multimodale. Une analgésie efficace donc, permet de favoriser la réhabilitation du patient en post-opératoire avec une kinésithérapie respiratoire et une verticalisation précoce. Donc l'objectif de cette analgésie, c'est de calmer efficacement et rapidement les douleurs dès le réveil. Donc, comme le montre cet article du Lancet Oncologie, donc la douleur thoracique est associée avec des douleurs importantes, des J1, surtout en chirurgie ouverte, comme on peut le voir ici en rouge foncé. En rouge clair, c'est la chirurgie par vidéo. Et donc dès J1, on a 63% des patients opérés par thoracotomie qui vont avoir des douleurs modérées à sévères, contre 38% en vidéothoracoscopie. Et donc ces douleurs étaient plus importantes pendant les 52 semaines de suivi. Et donc, donc les douleurs de thoracotomie nécessitent donc une analgésie importante avec des consommations importantes de morphine, 40 à 70 mg à J1 et un risque important de chronicisation. Donc la péridurale prend sa place en chirurgie thoracique et donc je vais vous montrer un peu les différents effets de la péridurale et ses modalités d'emploi pour avoir une efficacité optimale. Donc l'anesthésie péridurale a montré ses douleurs en aigu, comparativement donc à une analgésie parentérale, avec une diminution de l'EVA au repos et à la mobilisation, comme le montrait cette méta-analyse de 2003 parue dans le JAMA. Donc la péridurale a un effet sur les douleurs aiguës, mais également sur les douleurs chroniques. Comme on peut le voir donc, dans l'étude de gauche dans Anesthesia Analgesia, le groupe de péridurale était associé à moins de douleurs chroniques, surtout quand elle était utilisée dès le début de la chirurgie, parce qu'on avait 45% des patients qui développaient une douleur chronique, contre 78% contre les patients qui étaient traités par PCA morphine. Par contre, les patients qui avaient une péridurale débutée après chirurgie présentaient 63% de douleurs chroniques et il n'y avait pas de diminution significative comparativement aux deux groupes. Et dans l'étude de droite, je vous montre donc une étude par exemple en 2018 qui comparait donc la péridurale comparativement aux blocs intercostaux et paravertébraux. Et donc à 6 mois, on avait moins de douleurs dans le groupe péridural comparativement au bloc intercostal, 23% versus 40% et 34% dans le groupe BPV.
Donc la péridurale a un effet sur la douleur, mais elle a également un effet bénéfique sur les grandes fonctions. Donc au niveau pulmonaire, elle permet de diminuer les pneumonies et également les complications respiratoires et la durée de ventilation mécanique. Sur le plan cardiaque, elle a un effet en diminuant les troubles du rythme, les troubles du rythme étant associés à une augmentation de la mortalité. Les causes des troubles du rythme sont liées en fait à la surcharge du VD et une stimulation sympathique. Et donc probablement que la péridurale permet de diminuer ces troubles du rythme de par ses effets sympatholytiques. Au niveau neurologique, on a également donc une diminution de la confusion périopératoire, notamment donc dans l'étude qui est parue dans Anesthésiologie en 2021, où la péridurale était associée à une diminution de la confusion post-opératoire chez le sujet âgé, dans une étude avec 1720 patients opérés de chirurgie majeure au niveau thoracique et abdominal. Et au niveau digestif, donc la péridurale a également un effet bénéfique en augmentant la microcirculation et la motilité intestinale dans une étude avec un modèle murin. Et elle permettait également une diminution des lâchages anastomotiques, des fistules, dans une étude rétrospective de Michelet parue dans Chest en 2005. Donc pour avoir les effets bénéfiques de la péridurale, tout en limitant ces effets indésirables, tels que l'hypotension, il est important donc de limiter les doses et surtout de respecter quelques règles que j'ai résumées en 4P pour diminuer les doses et limiter les effets indésirables. Donc en premier lieu, il est important donc de ponctionner au bon niveau, d'utiliser donc la péridurale en mode PCEA et en associant les anesthésiques locaux avec un morphinique. Ça me semble important, notamment dans les études que je vais vous montrer après. Et également d'utiliser cette péridurale en préventive dès le début de la chirurgie. Également, pour diminuer le nombre d'échecs, il est important donc que la péridurale soit posée par un professionnel expérimenté, puisque le taux de réussite est proportionnel avec l'expérience de l'opérateur. Donc la péridurale doit être posée donc, entre T4 et T7, puisque en fait l'incision chirurgicale se situe entre le 4e et le 6e espace intercostal, et que le drain se situe au niveau du 8e espace intercostal. Donc on a besoin d'avoir une analgésie entre T3 et T9. Dans cette étude de 2012, donc on voit que la péridurale avait un effet supérieur aux cathéters paravertébraux et à la péridurale avec des anesthésiques locaux lorsqu'on mettait des opioïdes, de la morphine avec les anesthésiques locaux dans la péridurale. Ça permettait donc une diminution de l'EVA à J4 et également une amélioration au niveau de la spirométrie incitative. Dans le groupe de la péridurale avec anesthésique seul, on avait plus de bolus et plus d'hypotension. Dans cette méta-analyse donc, de 2020, on voyait qu'en fait, la péridurale, lorsqu'elle a été démarrée dès le début de la chirurgie, c'est-à-dire en préventive, on avait une diminution de la douleur au repos dans les 72 heures, également la toux dans les 48 heures, et une diminution des douleurs chroniques, donc comparativement à la péridurale qui était commencée après la chirurgie. Il paraît aussi judicieux donc, de poser cette péridurale dans une salle dédiée, une salle préopératoire, comme le montre cette étude, où on avait une diminution du taux d'échec qui passait de 16% à 5,6%, et le temps au bloc opératoire était diminué de 19 minutes. Donc après vous avoir montré les effets de la péridurale, je vais comparer donc les différentes techniques, puisque la péridurale est mise en concurrence avec les autres blocs de la paroi postérieure, notamment dans les dernières recommandations de la SFAR, les recommandations françaises. La péridurale donc, était longtemps considérée comme le gold standard, avec dans certaines revues une utilisation par plus de 80% des anesthésistes pour une thoracotomie, mais dans les dernières recommandations, elles sont moins catégoriques, puisque les recommandations françaises recommandent le bloc paravertébral en première intention dans la chirurgie par thoracotomie. Par contre, les recommandations européennes préconisent donc soit le bloc paravertébral, soit la péridurale pour la chirurgie par thoracotomie, mais le niveau de preuve
des deux recommandations reste modéré par rapport aux études qui ont été citées. Dans les chirurgies, pour les recommandations de la chirurgie œsophagienne ou de la transplantation pulmonaire, la péridurale est proposée en première intention, que ce soit par la société ERAS ou par les recommandations de la transplantation pulmonaire qui sont parues en 2021. Donc, les méta-analyses qui ont servi aux recommandations sont des méta-analyses, comme je vous présente ici, de 2006, 2008, 2016, notamment donc, la dernière de 2016 que je vais détailler après. Et donc, ces méta-analyses montraient une efficacité similaire entre le bloc paravertébral et la péridurale. Cependant, il y avait une grande hétérogénéité donc, dans les études, avec peu d'études qui comparaient la péridurale avec les opioïdes. Donc, dans la méta-analyse de 2016 de Young, une revue de la Cochrane, on n'avait pas de différence donc, sur l'analgésie au repos et à la toux, jusqu'à 48 heures, sur la mortalité à J30, sur les complications majeures et sur la durée de séjour. Par contre, les données étaient insuffisantes sur la douleur chronique et cathéter paravertébral était associé à moins de complications mineures, telles que l'hypotension sans vasopresseur, les NVPO, le prurite et rétention aiguë d'urine. Les limites de cette étude, donc c'est l'hétérogénéité des études qui ont été citées, notamment donc, sur le volume et le timing en fait, de la péridurale, sur les doses d'infusion, sur les anesthésiques locaux utilisés, leur concentration et leur association aux opioïdes. Depuis, plusieurs études ont montré une efficacité importante de la péridurale, notamment donc, celle de 2016 où la péridurale avec opioïdes montrait une meilleure analgésie. Il y avait plus d'effets sympatholytiques, mais pas d'effets au niveau respiratoire. En 2017, on avait une étude sur la péridurale avec anesthésique locale seule qui montrait une meilleure analgésie, sans différence sur les complications. Et en 2018, donc, une étude qui montrait donc, la péridurale et le bloc paravertébral avec un appareillement par score de propension, qui ne montrait pas de différence sur le taux de complications, la durée de séjour, la réadmission en réa, la mortalité. Donc, en pratique, dans notre centre, on utilise plutôt la péridurale en première intention, nous, pour les chirurgies majeures ouvertes, comme les chirurgies par thoracotomie, œsophagectomie, transplantation pulmonaire. Et en cas de contre-indication échec, on s'oriente vers un bloc de la paroi postérieure avec mise en place d'un cathéter. Pour la chirurgie mini-invasive, on s'oriente plutôt vers un bloc de la paroi postérieure sans mise en place de cathéter. Donc en conclusion, la péridurale garde une place importante en analgésie de chirurgie thoracique, notamment les chirurgies ouvertes par thoracotomie, œsophagectomie et transplantation pulmonaire, et elle améliore le pronostic et favorise la réhabilitation du patient. Quand on la compare au cathéter paravertébral, je pense que ça reste encore des habitudes de service qui dépendent de l'expertise de chaque centre et de leur habitude et de leur formation par rapport à ces techniques. Mais probablement que la péridurale a une efficacité supérieure et diminue de manière plus efficace les douleurs chroniques. Et elle est également intéressante parce qu'elle a des effets sur des grandes fonctions, notamment sur la confusion sur le sujet âgé et sur la reprise digestive, notamment pour la chirurgie de l'œsophage. Par contre, donc, si on l'utilise, il faut être formé par rapport aux effets secondaires. Il faut surtout l'optimiser dans sa gestion en la posant en préopératoire, en l'utilisant pendant l'opération et en associant les anesthésiques locaux avec des opioïdes. Donc tout ça pour avoir une efficacité de notre péridurale et surtout l'utiliser en pleine sécurité. Et on voit donc sur la photo, si on utilise bien le péridurale, on peut faire marcher les patients dès la salle de réveil avec une amélioration du pronostic. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Adrien pour cette présentation. Je vous propose de passer directement au côté contre la péridurale pour ensuite se réserver pour les questions quand on aura eu les deux points de vue. Donc on accueille le docteur Clément Boisselier qui est anesthésiste réanimateur au sein du service du chirurgie et de réanimation thoracique à Bordeaux même. Donc bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé de faire donc le contre
pour l'utilisation de la péridurale en chirurgie thoracique. Donc, je suis praticien hospitalier en anesthésie réa, en thoracique, au Lévesque, là, au CHU de Bordeaux. Bon, je n'ai pas de lien d'intérêt, si ce n'est que j'adore poser des péridurales. Voilà, je dois l'avouer. J'ai bien entendu lu le petit manuel de la mauvaise foi avant ce topo, et je ne parlerai pas de la chirurgie œsophagienne ni de la chirurgie cardiaque. Les choses vont être assez simples. On va s'intéresser aux recommandations formalisées d'experts communes SFAR et CFCT-CV de 2019, dont Adrien a déjà parlé. Il y a des experts bien plus brillants que moi qui ont réfléchi à la question de savoir si l'utilisation d'une technique d'analgésie locorégionale a-t-elle un impact sur la survenue de complications post-opératoires ou sur la durée d'hospitalisation. Donc là, les réponses sont assez claires. C'est un accord fort, grade 1+. Il est recommandé d'utiliser une technique d'analgésie locorégionale en post-opératoire de lobectomie par thoracotomie pour améliorer le contrôle de la douleur et favoriser la réhabilitation post-opératoire. Et la réponse est la même pour la thoracoscopie, avec seulement un accord là aussi fort, mais un grade 2+. Et il est précisé, Adrien en a parlé, qu'il est probablement recommandé de privilégier en première intention le bloc paravertébral continu à l'analgésie péridurale thoracique afin d'avoir un meilleur profil de tolérance et de faciliter la réhabilitation post-opératoire. À la question de savoir qui pose le cathéter paravertébral, si c'est l'anesthésiste avant, pendant ou après ou le chirurgien, dans la littérature, à l'époque des RFE, il n'y avait pas de réponse à ça. Donc, cathéter paravertébral fait mieux que la péridurale. Et si on s'intéresse aux recommandations européennes, là aussi Adrien en a parlé, on a un niveau de preuve élevé et des recommandations fortes pour dire que le bloc paravertébral fait aussi bien que la péridurale. Et dans leur texte, ils expliquent que la péridurale a plus d'inconvénients, d'effets indésirables. Et en particulier, le bloc paravertébral serait plus efficace pour diminuer le taux de complications post-opératoires que la péridurale thoracique avec une analgésie équivalente. Si on s'intéresse à un article de 2021 dans Anesthésio, il y a eu plusieurs articles sur la péridurale. Donc ça, sur la survie à long terme de patients en chirurgie majeure, deux groupes, un groupe péridurale anesthésie générale versus anesthésie générale, chez des patients donc en chirurgie thoracique non cardiaque et abdominale, majoritairement des cancers. Donc ceux qui ont eu péridurale plus anesthésie générale n'ont pas vécu plus longtemps et en particulier n'ont pas vécu plus longtemps sans récidive de cancer. Donc il n'y a pas de bénéfice dans cette étude à l'utilisation de la péridurale en plus de l'anesthésie générale. Donc en conclusion, les sociétés savantes recommandent une anesthésie locorégionale, les choses sont claires, et que quelle que soit la voie d'abord chirurgicale, elles recommandent que cet ALR soit un cathéter paravertébral plus qu'une anesthésie péridurale, quelle que soit la voie d'abord, parce que le profil de tolérance est meilleur pour une efficacité identique. Voilà. On va quand même aller un peu plus loin, je vous rassure, on va poser la question différemment. Pourquoi mettre une anesthésie locorégionale? Puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il en faut une, et je rejoins Adrien là-dessus. Il faut une anesthésie locorégionale pour deux problématiques. La première, c'est le péropératoire. Pour une anesthésie générale adéquate, il va falloir de l'inconscience et l'amnésie, l'immobilité, et la troisième partie du triptyque, le contrôle du système nerveux autonome. Pour obtenir ce contrôle du système nerveux autonome, les gens l'ont vite compris, et Cushing en 1902 l'avait déjà compris, il va falloir s'occuper de couper l'influx nociceptif centripète vers les centres hémodynamiques. Parce que sinon, vous allez avoir des problématiques comme ici sur une amputation du membre supérieur gauche. Cette patiente, il commence la chirurgie, prise de pouls, la fréquence cardiaque monte et à un moment, le pouls il est plus prenable, la patiente s'en sort, mais elle a un état de choc. Il fait la même intervention chez un patient chez qui, en arrivant sur le plexus, il va cocaïniser les racines du plexus brachial. Et là, on se retrouve avec une stabilité hémodynamique excellente grâce à l'anesthésie locorégionale. Donc l'anesthésie locorégionale va nous aider en péropératoire pour la gestion hémodynamique de nos patients. Et ensuite, il y a la problématique post-opératoire. Adrien en a bien parlé. L'une des pierres angulaires de notre post-op en chirurgie thoracique, ça va être la gestion de la douleur. Nos patients, ils ont mal. On fait une chirurgie qui est très douloureuse, donc il va falloir gérer ça. Et en gérant la douleur, on va gérer le reste des complications et de la morbimortalité respiratoire, cardiovasculaire, etc. Donc ces deux problématiques sont intriquées. Contrôler le système nerveux autonome en péropératoire et contrôler la douleur en post-op. Et avec ça, les complications respiratoires, les complications cardiovasculaires. La péridurale en chirurgie thoracique, ça date de 1950, Buckingham, des injections uniques. Il n'y avait pas de cathéter à l'époque, péridurale thoracique, goutte pendante. Assez vite, en 1951, après avoir décrit la technique,
il rapporte plus de 600 interventions sous péridurale thoracique, seulement 5% des patients qui nécessitent une anesthésie complémentaire, donc on est sur de la chirurgie thoracique éveillée grâce à la péridurale, super, et il est à noter que la majeure partie des anesthésies étaient fournies par du personnel non formé en anesthésie. Donc en plus, c'est facile de mettre des péridurales, il n'y a pas besoin d'être formé. 1951, chirurgie éveillée. Aujourd'hui, il y a des équipes qui pratiquent cette chirurgie thoracique éveillée, avec des patients, si vous voyez bien, qui ont un large sourire sur le champ opératoire. Ça, en fait, même la péridurale, il n'y a pas besoin. Il y a beaucoup de papiers sur la chirurgie éveillée en chirurgie thoracique, et en l'occurrence, on peut se passer de mettre un cathéter de péridurale pour opérer un patient sans l'endormir en chirurgie thoracique. Rendons à César ce qui est à César. Si aujourd'hui on débat pour ou contre la péridurale, c'est parce qu'il y a eu des progrès chirurgicaux très importants sur les dernières décennies. Donc la vidéothoracoscopie, qui est un beau pléonasme, donc la thoracoscopie, a permis en fait de se passer peut-être de la péridurale. Si on prend cette étude d'une équipe new-yorkaise, donc sur une série de patients 2009-2010 versus 2014-2015, ils sont passés de moitié-moitié patients opérés par chirurgie invasive, donc thoracotomie versus thoracoscopie. À 2014-2015, ils sont à 3/4, 1/4. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont mis à beaucoup moins utiliser la péridurale thoracique. Il y avait 95% de leurs patients, tout venant, pas uniquement les thoracotomies, mais tout venant, qui bénéficiaient ou pas d'une péridurale thoracique. Et après, donc 2014-2015, plus que la moitié de ces patients. Et en fait, eux, ils se sont intéressés à la morbidité post-opératoire. Ils se sont rendus compte qu'en utilisant moins la péridurale, en modifiant les voies d'abord, il n'y avait pas plus de complications post-opératoires. Donc la péridurale, en chirurgie thoracique, semble-t-il, on peut s'en passer. Maintenant, la question, c'est quelle ALR proposer aux patients? Les recommandations françaises, internationales, tout le monde le dit, il faut une anesthésie loco-régionale. Donc laquelle? On a la chance de travailler sur le thorax, et le thorax, il y a une innervation qui est large, qui est très importante, et il y a, on va dire, deux tranches de l'anesthésie-réanimation qui s'y intéressent, la scénologie et la chirurgie thoracique. Et en l'occurrence, il y a beaucoup de blocs de parois qui ont été décrits et qui ont, semble-t-il, une efficacité au moins équivalente, on va en entendre parler après, au bloc paravertébral, qui lui-même serait supérieur à la péridurale. Donc encore plein de raisons de se passer de la péridurale. Si on prend une paroi thoracique linéaire, donc non courbée, mais en allant du périmédulaire jusqu'au sternum, on va pouvoir utiliser plein de techniques d'anesthésie loco-régionale. Une péridurale, un cathéter paravertébral, un cathéter de la loge des érecteurs du rachis, un bloc intercostal, un bloc du serratus ou un pex bloc, des blocs de diffusion, ou bien encore une anesthésie locale. Ça, on peut avoir tendance à penser que quand on s'éloigne de l'axe périmédulaire, on perd en efficacité, mais finalement, dans la littérature, les choses ne sont pas si claires. Non, on ne perdrait pas en efficacité et on gagnerait peut-être en sécurité, en particulier sur les problématiques hémodynamiques, d'intoxication, etc. Donc en fait, la péridurale, est-ce que vouloir mettre une péridurale en chirurgie thoracique, c'est pas vouloir écraser une mouche avec un marteau? Parce que c'est quand même compliqué de poser une péridurale. On dira ce qu'on veut, mais il va falloir convaincre le patient en consultation du bien fondé de la pose de la péridurale. En VPA, il va vous embêter parce qu'il aura discuté avec son voisin qui aura dit que la péridurale, quand même, oh là là, c'est pas rien, vous allez le faire descendre en avance au bloc, il n'y aura personne pour vous aider, vous allez le piquer, il va avoir mal, il va faire un malaise, il va falloir former les internes, ils vont piquer 36 fois. J'en passe, et des meilleurs, le chirurgien va s'impatienter, vous allez devoir le mettre en USC, ou alors vous avez rédigé des protocoles pour le service, mais vous avez autre chose à faire sur le lendemain de garde que de rédiger des protocoles pour le service, etc., etc. Finalement, c'est quand même bien compliqué de mettre en place des péridurales. Voilà. Mais est-on bien sûr, on va revenir sur un peu de bonne foi de ma part, est-on bien sûr de regarder le problème du bon côté? Il y a, Adrien en a parlé, en parlant de cette consommation d'opioïdes en post-opératoire et en pér-op, les Nord-Américains, ok, on va dire les Français, on n'était pas concernés, mais la pierre angulaire de la gestion du système nerveux autonome en pér-opératoire et de la douleur en post-op, pendant très longtemps, ça a été les opioïdes, et l'anesthésie loco-régionale était relayée au deuxième, voire au troisième plan. Il est plus simple de brancher une PCA après une titration morphinique en salle de réveil que de s'embêter à poser une péridurale thoracique de rattrapage pour l'analgésie. Donc, l'anesthésie loco-régionale était un peu lointaine. Et finalement, les Nord-Américains étant tous en train de mourir de l'oxyconone, je suis de mauvaise foi,
on s'est dit que l'anesthésie loco-régionale avait peut-être un bénéfice à là devenir la pierre angulaire. Donc il y a un changement de paradigme en anesthésie avec l'apparition de l'opioïde free. Vous en avez tous entendu parler. Donc les Nord-Américains ont maintenant la chance d'avoir les dents bien blanches à utiliser plus de morphinique. Voilà. Mais ça a un impact en fait sur les études qui sont en train de sortir sur la péridurale thoracique et qui vont peut-être relancer le débat. Si on prend cette étude de 2021 qui s'intéresse à la péridurale thoracique versus le paravertébral versus l'érecteur du rachis, critères de jugement, score de douleur. Score de douleur, pas de différence significative. Très bien, ils ont bien fait leur boulot. Quoi que je fasse, mes patients, moi, ils ont pas mal. La question, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils n'aient pas mal au réveil ou qu'ils n'aient pas mal à J2, à J3, à J4. D'accord ? Est-ce que j'ai dû faire des opioïdes ? Est-ce que j'ai dû faire des opioïdes pour qu'ils n'aient pas mal ? Et là, il y a une différence significative, possiblement en faveur de la péridurale. Si on s'intéresse à la méta-analyse dont Adrien a parlé et qui compte pour pas mal dans la RFE de 2019, donc cette méta-analyse de 2016, la gestion de l'analgésie en fait ne faisait partie que des critères secondaires, et en l'occurrence, l'analgésie supplémentaire de rattrapage à l'ALR, donc cathé paravertébral ou péridurale, mais en fait, ils n'avaient pas de données pour étudier ça. Donc, la gestion de l'analgésie de rattrapage après l'anesthésie loco-régionale n'a pas été étudiée. Donc ça va peut-être relancer le débat. Donc, je vais conclure là-dessus. Donc, la péridurale thoracique, elle doit faire partie de l'arsenal à notre disposition. C'est pas possible de faire de la chirurgie thoracique sans savoir poser de périthoracique, je pense. Les recommandations d'experts sont claires, mais elles doivent peut-être évoluer au regard d'autres critères de jugement, et comme tout, ça va devoir évoluer. Mais en tout cas, la péridurale a une place, mais les recommandations disent que ce n'est pas en première intention, puisqu'il y a des alternatives à la péridurale, et même des alternatives au bloc paravertébral. Les recommandations européennes en parlent du Serratus, parlent du PEX, etc., ce qui n'est pas le cas des recommandations françaises. Et en tout cas, il va être important de personnaliser la prise en charge. Est-ce que mon patient était douloureux en pré-op ? Est-ce qu'il a des comorbidités ? Quel va être l'abord chirurgical ? Parce qu'on ne fera pas la même chose entre un patient qui doit avoir un clamshell pour une résection de paroi que le patient qui va avoir une lobectomie robot-assistée. Voilà. Un seul protocole ne pourra pas tout résoudre. Je vous remercie. Merci Clément et Adrien. C'était deux belles présentations. Est-ce qu'il y a des questions ? Une question. Oui, alors ça s'adresse au premier orateur. Notamment, j'ai vu que pour les transplantations pulmonaires, vous mettiez des péridurales. C'est systématique ou vous adaptez en fonction de ce que vous pensez qui va se produire pendant la greffe, à savoir si vous allez mettre une ECMO, pas d'ECMO, etc. Effectivement, donc pendant longtemps, on s'est posé la question de mettre des péridurales ou pas pendant les transplantations pulmonaires, notamment avec le risque d'ECMO. Et au final, on a tendance à de plus en plus à la libéraliser, à part si il y a besoin d'utiliser par exemple une CEC, mais on a vu qu'au final, les critères d'ECMO post-op n'étaient pas forcément ce qu'on imaginait. Donc on a tendance à le mettre de plus en plus, à part peut-être chez les fibrotiques. Après, en alternative de la péridurale, on essaie de mettre des cathés Serratus et on a l'impression que les douleurs sont quand même bien calmées par cette technique, même si ça doit être fait après, même si on les met après la chirurgie. Alors, je ne vais pas être d'accord du tout avec vous, c'est-à-dire que moi, je me méfierais beaucoup de la péridurale. Par contre, si je dois faire des blocs pariétaux, je crois, je ne sais pas, je n'ai pas trop l'expérience, mais les érecteurs du rachis, ça a l'air d'être séduisant, parce qu'à l'inverse, le Serratus, sur une thoracotomie, une bithoracotomie, on a l'impression que c'est un peu juste, hein, quand même. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez ce même ressenti ou pas du tout ? Je suis d'accord que le bloc Serratus, par rapport à d'autres blocs comme le bloc paravertébral ou le bloc érecteur du rachis, il y a une efficacité qui est moindre. Après, l'avantage qu'on peut avoir dans la greffe pulmonaire, c'est que c'est comme des bithoracotomies antérieures. Donc déjà, l'incision est quand même plus antérieure qu'une thoracotomie latérale. Et après, c'est quand même une facilité aussi de pose, puisque du coup, on n'a pas besoin de tourner le patient dans les deux sens. Donc, il y a également une facilité de pose qui est prise en compte par notre équipe. Mais
effectivement, on pourrait peut-être comparer ces différents blocs en post-opératoire. Je ne pense pas que ça a été vraiment encore étudié pour les greffes pulmonaires. Clément, est-ce que tu peux peut-être nous donner ta version d'équipe ? Donc, nous, on réalise aussi des transplantations bipulmonaires. On ne met pas en place jamais d'ALR pré-transplantation. Ce n'est pas dans les habitudes d'équipe. On réalise maintenant souvent les transplantations bipulmonaires en opioïdes-free et on rattrape l'analgésie, si besoin, par la péridurale si on peut, mais il y a souvent une thrombopénie qui nous gêne. Et sinon, on met 2 cathéters de la loge des érecteurs du rachis et on a des résultats qui sont plutôt bons, mais personal data unpublished. Et justement, pour les cathéters des érecteurs du rachis, là, c'est des cathéters spécifiques ou vous prenez On ceux prend des cathéters péri de péri. Et ça monte? Et alors des fois on en met 4-5 cm, des fois ça monte 1 cm. Après on voit sous contrôle échographique à l'injection qu'on reste, on a bien dilaté l'espace et on voit que ça injecte. Voilà. Une autre question ? En termes de temps, parce que tu parlais du temps pour la péridurale et puis des lieux de surveillance par rapport aux muscles érecteurs, est-ce que c'est plus, moi j'en ai pas l'expérience, est-ce que c'est plus rapide? Est-ce que tu es aussi obligé de les surveiller en USC derrière les Alors, nous, on a la chance dans l'équipe de mettre nos péridurales en secteur. Donc là, j'étais de mauvaise foi en parlant de tout ça. On a cette chance-là. Les cathéters des érecteurs, non. Ça va être un cathéter unilatéral, de la même manière qu'un paravertébral va aller en secteur avec une surveillance identique, soit un biberon, en général une pompe élastomérique. Le temps de pause et pas plus long qu'une péridurale, c'est sûr, et en tout cas c'est plus fiable, quoi. La péri, on peut se retrouver à poser plusieurs fois, etc. Bon, bah là, on regarde à l'écho, ça se présente quand même souvent très bien, et on arrive à monter le cathéter. C'est peut-être moins fiable, mais voilà. Et je pense que le topo suivant va en discuter. Bonjour, Pierre-Joseph, je suis de Lyon. Lorsque vous mettez des cathéters péridurales, érecteurs du rachis, avant la transplantation, est-ce que vous en mettez, enfin donc vous en mettez pas, donc est-ce que vous en mettez et quel est le délai que vous avez en principe entre la pause et le départ de l'ECMO éventuel? Entre la péridurale, vous dites, et l'ECMO, c'est ça? Alors généralement, on le met en pré-op. Bon, et généralement, il y a quelques heures. Alors, il y a quelques heures. Comment? 3 heures. Oui, 3 heures. Donc, au final, avec les doses qu'on fait, c'est pas réellement gênant. Après, dans le cadre de CEC, puisque les doses d'anticoagulation sont plus importantes, là, c'est un autre problème, donc on n'en met pas. Mais en cas d'ECMO, on en met, oui. Merci beaucoup à tous les deux. On va